Sébastien Dalide, je suis professeur de droit public à l'Université Le Havre-Normandie depuis septembre 2016. La directive service, évidemment, il y a des espoirs déçus. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils ont presque été déçus dès le début. Entre, évidemment, la proposition de la Commission, la fameuse directive Bolkestein, et le résultat, c'est presque là que tous les espoirs ont été déçus. Parce que tous les mécanismes innovants sont sortis de la directive. Premier point. Deuxième point, évidemment, c'est le champ d'application de la directive service qui s'est petit à petit réduit. Et donc, forcément, au moment où elle a été adoptée, elle n'avait plus rien à voir avec la proposition initiale. Les mécanismes, finalement, de la directive service, les mécanismes substantiels, ne font presque que reprendre la jurisprudence de la Cour. Donc, en tant que telle, évidemment, elle ne pouvait pas révolutionner le domaine des services. Avec au surplus un champ d'application assez étroit. Donc, le texte en lui-même, par rapport à l'ambition initiale, peut paraître décevant. Mais ce qu'on a moins vu avec la directive service, et qui est peut-être sa grande réussite, c'est toutes les réformes qu'a occasionné la directive service. Et c'est la partie plus procédurale de la directive service, parce que la directive a imposé aux États ce qu'on a appelé un screening, c'est-à-dire une étude très détaillée de tous les régimes, des professions pas réglementées, mais au minimum encadrées, et donc venir réformer tous ces régimes, pour les mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne. Et on a vu, notamment en France, énormément de professions, typiquement les agents de voyage ou les agents artistiques, qui ont été réformés par la directive service. Et ce processus-là, il est très important parce qu'il a eu lieu dans l'ensemble des États membres, avec des systèmes de contrôle par les pairs, etc., de contrôle par la Commission, bien entendu. Et alors, ça a vraiment occasionné, non pas, je dirais, tant par les... C'est plutôt un long processus de détail. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que, régime par régime, on a supprimé des autorisations, on les a simplifiées, on a remplacé les autorisations par des déclarations, pas sur les professions les plus visibles, mais sur toute une série de professions qui sont quand même au cœur de la vie quotidienne. Et donc, en tant que telle, la directive service a vraiment été une réussite. Mais par ce processus qui est peut-être plus obscur, plus silencieux, mais qui a vraiment eu lieu. Et puis, on verra avec le paquet de propositions de la Commission qui est en cours d'adoption, qui cherche, là encore, à renforcer plutôt de manière procédurale, à mettre en place un système de contrôle des nouveaux régimes de contrôle ex-ante de la Commission, un système de notification. Les États devront, si évidemment c'est adopté, notifier à la Commission les régimes qu'ils comptent mettre en place pour les professions rentrant dans le champ d'application de la directive service. Et ensuite, la Commission fera un contrôle un peu de la même manière que les aides d'État. Et d'ailleurs, il était prévu très clairement que la déclaration à la Commission est une formalité substantielle. Formalité substantielle, ce qui veut dire que devant le juge national, il sera possible d'utiliser la non-communication à la Commission d'un régime pour le faire annuler par le juge. Donc on voit bien que c'est plutôt avec ces mécanismes-là que la directive service est une réussite. De même, elle a servi à approfondir des mécanismes comme le système d'information du marché intérieur, qui permet, là encore, une meilleure communication entre les administrations nationales. Elle a conduit à la création des guichets uniques qui font qu'un prestataire de service qui arrive en France pour prester ou pour s'établir n'aura qu'un guichet auquel s'adresser pour avoir toutes les informations, faire toutes les démarches, etc. Donc, la directive service n'a pas simplifié le droit applicable, mais plutôt les procédures. Et en tant que tel, c'est quand même une réussite. La question des professions libérales, c'est une question assez ancienne dans l'Union. C'est une forme de serpent de mer, évidemment, parce que les professions libérales, évidemment, historiquement, elles sont liées à la confiance des peuples. Et notamment,
je dirais, les professions libérales historiques. En France, le notaire, l'huissier, bon, eh bien, le notaire, c'est un officier ministériel et en tant que tel, il a un rôle lié au ministère de la Justice. Donc forcément, ce sont des professions qui ne sont pas, par nature, ouvertes à la concurrence. Et donc, parce qu'elles ne sont pas ouvertes à la concurrence, évidemment, elles interrogent notamment la Commission avec la question de l'ouverture de ces professions et évidemment l'harmonisation et le marché unique. C'est un symbole aussi, justement, de la difficulté qu'a la Commission à comprendre, au-delà des obstacles économiques que représentent les professions réglementées, leur importance sociale, historique, symbolique. La directive service, dans tout ça, elle intervient de manière ambiguë. Elle intervient de manière ambiguë parce qu'elle ne s'applique pas à toutes les professions réglementées. On a vu évidemment la question des architectes, la question des vétérinaires, mais beaucoup d'autres professions réglementées en sont exclues. Mis à part, évidemment, l'article sur la publicité des professions réglementées, où là, la directive favorise la publicité des professions réglementées, et après tout, pourquoi pas? La directive service, alors, va poser la question d'une différence subtile, mais qu'on ne se pose pas souvent, entre la profession réglementée et les professions soumises à réglementation. Il y a eu un arrêt de la Cour de justice il n'y a pas longtemps, notamment par exemple sur la réglementation de la prostitution à Amsterdam, et donc la possibilité d'accéder à ce statut. Est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est une profession réglementée? Il ne me semble pas, mais c'est en tout cas une profession soumise à une réglementation. Et donc il y a cette subtilité-là qui fait qu'en réalité il faudrait se poser la question, qui n'a jamais été posée, de définir une profession réglementée. Ce qu'on s'est bien gardé de faire. Pour autant, on a assez souvent, malgré le champ d'application restreint, tendance à lier la directive service et les professions réglementées. Pourquoi? Parce que, avec ce mouvement occasionné par la directive service de screening de toutes les réglementations des professions, eh bien, parfois, et c'est le cas en France, on est allé bien au-delà du champ d'application de la directive service. Parce que, ne faut pas oublier que la directive service arrive quasiment en même temps, notamment en France, que le rapport Attali qui, lui, préconise l'ouverture d'un certain nombre de professions réglementées et lance un mouvement d'ouverture des professions réglementées qui s'est doublé après, évidemment, on se souvient des lois Macron, etc. Et donc, en fait, c'est un mouvement général qu'accompagne l'Union européenne de déréglementation de ces professions réglementées. Et qu'elle accompagne de manière d'ailleurs assez intéressante, on le voit dans les dernières communications de la Commission, notamment sur la directive service, et voir sur le marché intérieur dans sa globalité, dans une stratégie qui est d'utiliser les procédures de l'Union économique, notamment le semestre européen, etc., pour favoriser les réformes structurelles, dont notamment l'ouverture des professions réglementées, la mise en œuvre de la directive service. On en a un mouvement assez intéressant qui est en train de naître d'utilisation en même temps du marché intérieur et de l'Union économique pour faire avancer tout un agenda de réformes structurelles. Une dynamique entre les deux, et où même parfois la Commission préfère passer par la coordination des politiques économiques qu'elle trouve plus efficace que les directives en matière de marché intérieur.